sais pas comment commencer cette vidéo. J'allais présenter ce MacBook comme le plus iconique de tous, mais je me suis rendu compte en faisant le montage des 2 épisodes de ma collection, qui d'ailleurs sont disponibles sur ma chaîne, je vous invite à aller les regarder si vous tombez en premier sur cette vidéo, et à vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Mais voilà, du coup en faisant le montage, je me suis rendu compte que je disais que tous mes ordi étaient hyper iconiques. Là pour le coup c'est vraiment vrai, il est hyper iconique ce MacBook. Presque 10 ans après, en 2018 par exemple, il y a le site Digital Trends qui lui a consacré un article et qui a expliqué comment ce MacBook a marqué toute une génération entre 2006 et 2011. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler de mon MacBook Unibody de 2009. J'ai la boîte qui est complète, donc je suis hyper content. Je vais mettre le MacBook de côté pour présenter un petit peu ce qu'il y a dans la boîte parce que je trouve ça hyper cool. Ah bon, je l'ouvre dans le mauvais sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? Le chargeur. Et le mieux, c'est toute la documentation qui est complète. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Vous n'êtes pas prêts, hein. Tout ce qui est Mac, c'est une petite notice qui fait quand même 80 pages pour savoir comment on utilise ça. Et on a également, moi ça c'est ce que je préfère, c'est donc tout le reste, les CD d'installation et de réinstallation donc de macOS. On voit que ce MacBook a été vendu sous macOS Snow Leopard 10.6.1. Ils n'ont pas été utilisés, j'ai l'impression. Ils n'ont pas une trace de doigt. Ils sont incroyablement bien conservés. Et le plus important, ça. Les stickers, genre le propriétaire ne les a pas utilisés. J'ai vraiment la panoplie complète qui concerne ce MacBook. Donc c'est cool. Avant de passer à la suite, c'est-à-dire avant de commencer la vidéo plutôt, je vais mettre la boîte de côté. Hop, et on va pouvoir passer à la vidéo. Ça c'est un MacBook que je connais sur le bout des doigts parce que si vous avez suivi l'épisode 1 de ma collection, celui-ci, je l'ai eu en mars 2010. J'avais 15 ans, je ressemblais à ça. Rendez-vous compte quand même, ce MacBook il va fêter ses 14 ans cette année. Donc je me dis que c'est le moment parfait pour lui faire un petit bilan de compétences. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'utiliser encore sans faire trop de concessions? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est parti. Ce MacBook blanc est sorti en octobre 2009 et c'est le tout dernier MacBook de chez Apple qui est en plastique. Je suis un petit peu dégoûté, moi j'aimerais bien qu'il fasse justement une nouvelle gamme de MacBook en plastique. J'explique pourquoi, hein. Pas en plastique blanc qui serait qui est un peu chiant. Non, pas du tout. En mode plastique 100% recyclé, comme fait Acer. Je crois qu'ils ont une gamme d'ailleurs qui est plutôt cool. Pour recontextualiser la gamme d'Apple en 2009, Apple a tout renouvelé dès 2008 et janvier 2008 plus exactement avec le MacBook Air qui était le premier MacBook Unibody de toute la gamme. Alors le Unibody c'est quoi? C'est une seule pièce en aluminium. Voilà. And the only way to make that one part was to machine it from a single piece of aluminium. Ensuite, après le MacBook Air, donc fin 2008, 2 nouveaux modèles de MacBook Unibody, donc le MacBook 13 pouces Unibody, le MacBook Alu dans le milieu, et le tout premier MacBook Pro 15 pouces Unibody. Entre temps, évidemment, il y a eu les versions de 2009 de tous ces Macs, sauf pour le MacBook 13 pouces en aluminium. Celui-ci, mi-2009, il s'est fait renommer en MacBook Pro. Ils ont rajouté Pro là en bas de l'écran, mais sinon c'était exactement la même chose. Et c'est pour ça, selon moi, qu'ils ont fait un redesign de cette gamme-là, parce que le MacBook blanc, depuis sa sortie en 2006, ils avaient rien modifié dessus, alors qu'il n'était pas spécialement fiable et solide, le plastique était de mauvaise qualité et en fait tout se fissurait. Donc voilà, celui-ci est sorti. Bon, il fissure aussi, hein, il a quand même quelques défauts. Celui-ci c'est pas le cas, mais celui que j'avais eu en l'espace de quelques mois, les charnières étaient un petit peu fissurées ici. Bon, c'était pas du tout dérangeant, hein, qu'on se le dise. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont eu le problème d'avoir le revêtement là, qui se décollait complètement, mais Apple avait proposé, hors garantie, le remplacement gratuit de toute cette partie. Et ce qu'il faut savoir du coup sur ce MacBook par rapport au MacBook Pro 13 pouces, c'est exactement la même chose. C'est la même configuration. La seule différence, mais elle est cosmétique. Celui-ci était en plastique et n'avait pas le clavier rétro-éclairé. Pour ce prix, à quoi on avait droit en 2009? Donc on va aller dans à propos de ce Mac. On avait droit à un processeur Intel Core Duo condensé à 2,26 GHz, 2 Go de RAM et un disque dur de 250 Go. Mais le plus important à souligner dans cette configuration, c'est le processeur graphique parce que c'est la toute première puce graphique intégrée de chez Nvidia. Exit dans la gamme des MacBook entrée de gamme, les Intel GMA 950 et 3100. Donc là on a le droit à une GeForce 9400M avec 256 Mb de mémoire partagée et c'était hyper impressionnant en tant que puissance à l'époque dans un circuit intégré. On pouvait du coup enfin jouer à des jeux sur un MacBook 13 pouces. À l'époque, en termes de performance, j'ai le souvenir mine de rien que c'était pas si ouf que ça. Genre, il m'impressionne plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est très étonnant. En gros, une fois passé l'euphorie des premiers mois, voilà, où tu te dis mon dieu qu'est-ce que c'est rapide par rapport à mon Windows 7 que j'avais juste avant, j'ai trouvé qu'il était devenu mais hyper lent, à la limite de l'inutilisable à certains moments parce que je voyais la roue multicolore de macOS en
permanence. C'était insupportable, mais c'était logique parce qu'en fait il n'y avait pas de SSD à l'époque, donc c'était un disque dur hyper lent à 5400 tours minute, et le pire dans tout ça, c'est qu'il avait seulement 2 Go de RAM. Bref, en 2010 du coup, mon utilisation elle se résumait à 3 points essentiels: Facebook, YouTube et les Sims 3. À l'époque Instagram n'existait pas, donc il n'y avait pas besoin d'avoir Photoshop ou quoi dessus. L'écran était d'une qualité mais vraiment incroyable. La fidélité des couleurs, les angles, c'était vraiment pas nul. Il a une définition de 1280 par 800, ce qui n'est même pas du Full HD. Forcément ça pique un petit peu les yeux, on voit les pixels, hein, ils sont présents, mais il y a pire, parce que parfois au boulot, notamment chez M6, on nous passe des PC, je crois que c'est des Dell, qui sont pas vieux, mais ils ont un écran, genre les écrans TN là, où si t'es vraiment pas en face, tu ne vois rien. Ils ont des définitions meilleures que celui-ci, mais en termes de rendu couleur et en termes de luminosité, c'est pas ouf. Et je préférais utiliser cet écran que les PC Windows là justement qu'on passe dans certaines boîtes. Donc voilà, aujourd'hui finalement je trouve que cet écran il a un charme. En termes de couleur, c'est pas gris, donc c'est agréable à utiliser, honnêtement. Assez parlé des années 2010 là, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Évidemment spoiler, il est totalement dépassé et obsolète, il est lent, il est bruyant, il chauffe énormément, mais on peut vraiment en faire quelque chose, même 14 ans après sa sortie. Et je trouve ça génial. En termes de fiabilité, de durabilité, cette vidéo en est la preuve, c'est incroyable ce truc, c'est incroyable. Alors évidemment, avant de voir qu'il est encore utilisable aujourd'hui, parce que j'ai préparé plein de choses à lancer dessus pour vous montrer tout ça, sachez qu'il faut absolument mettre à jour la RAM, le SSD et la batterie. Bon, la batterie c'est pas obligatoire. Évidemment, moi je lésigne pas avec les moyens, je lui ai mis 8 Go de RAM et un SSD de 240 Go. Et pour aller encore plus loin, je lui ai mis une nouvelle batterie. Et niveau système d'exploitation, le dernier officiellement supporté par Apple, c'est High Sierra, donc 10.13.6, qui est sorti en 2017 et qui a eu des mises à jour de sécurité jusqu'en 2019. Si on fait le bilan de toutes les mises à jour de ce MacBook, il a été mis à jour de 2009 à 2019 pendant 10 ans. C'est très honnête de la part d'Apple. Sauf si vous vous arrêtez à Mojave, moi je ne vous recommande pas de lui installer un système qui n'est pas officiellement supporté, parce qu'après ça va poser des problèmes de compatibilité au niveau des applications. Parce que ce MacBook est compatible avec toutes les applications 32 bits de l'époque, et depuis macOS Catalina, Apple a supprimé cette prise en charge sur tous ses Macs. J'ai installé macOS Catalina, j'aurais dû mettre Mojave parce que il est devenu incompatible avec toutes les applications qui ne fonctionnent que sur cet ordinateur, c'est-à-dire les applications 32 bits. Donc c'est complètement con, mais au moins j'ai une version Safari à jour. Et ça vaut tout l'or du monde. J'ai les Sims naufragés et les Sims histoire de vie, mais qui sont pas compatibles. Voilà, ils ont des petites croix, donc c'est tout à fait dommage. Comment il se débrouille aujourd'hui en termes d'utilisation courante? Parce que là je parlais de jeux vidéo, mais il faudrait peut-être parler d'abord de navigation internet. C'est ce qu'on fait en général le plus. Donc en gardant la même utilisation que j'en avais il y a 10 ans, il fonctionne hyper bien. On va lancer justement Microsoft Edge tout de suite. Donc par exemple en allant sur The Verge, regardez la vitesse à laquelle ça s'ouvre. Hop, ça s'ouvre de suite. Non, évidemment que non, ça s'ouvre pas de suite, mais c'est rapide, ça va. Sachant que The Verge, c'est un site qui est hyper gourmand. Si par exemple j'ouvre un article, ça mettra du temps à s'ouvrir. Ça c'est une évidence, mais après, une fois que la page est ouverte, la navigation est plutôt fluide, tout va bien quoi. Si on va sur le site d'Apple par exemple, ça s'ouvre beaucoup plus vite parce que le site d'Apple est extrêmement bien optimisé. Je vais évidemment aussi me connecter sur Facebook, parce que c'est ce que je faisais en permanence à l'époque. Mais Facebook honnêtement, ça fonctionne bien. Il y a rien à dire si, évidemment. Mais même si on ouvre par exemple un article qu'on voit sur Facebook, comme n'importe qui fait, ça va. Moi j'aimais bien à l'époque, et toujours aujourd'hui, aller sur Clubic, ça fonctionne hyper bien, voilà, même avec les gestes, avec les trucs, on peut tout faire sur ce MacBook. C'est vraiment impressionnant, je sais pas si vous vous en rendez compte, s'il y a que moi qui m'en rends compte, mais ça passe crème. Et pour finir, je voulais essayer d'aller sur le site le plus important pour nous tous, je pense, bah c'est YouTube forcément. YouTube c'est un peu différent, YouTube est hyper lent dessus, mais une fois qu'il est chargé, ça fonctionne très bien. En 1080p ça fonctionne mais super bien, justement on va aller voir une de mes vidéos, on clique dessus. Hop, voilà, ça fonctionne hyper bien. Vous vous rendez évidemment compte que le son par contre est horrible. Aujourd'hui, je trouve que ça a hyper mal vieilli, réellement. Si je me mets en train de parler, ça charge. Il était déjà un petit peu dépassé quand cette surface est sortie. C'est un peu le même truc qui s'est passé en 2017 avec la Nintendo Switch. C'est métallique, c'est insupportable. En fait, il y a que des aigus. Qu'est-ce qu'on va faire pour la Switch? Je pense qu'on va répondre à la question que vous vous posez tous, c'est-à-dire comment fonctionnent les Sims là-dessus. Je vais y répondre très rapidement. Hop. Donc on va se faire un petit kiff tous ensemble. On va commencer par les Sims 2 avec le portage de 2014. Vraiment, les temps de chargement sont hyper rapides grâce au SSD. Et c'est un bonheur parce que à l'époque, c'était pas aussi rapide que ça. Donc, c'est fluide, en fait. Voilà, c'est exceptionnel, c'est génial. On va aller chez qui? On va aller prendre la plus grande maison de tous, donc la famille Gubre. Bon, évidemment, oui, bon, là, voilà, il faut que ça charge toute la maison avant de pouvoir. Mais là, par exemple, voilà, on va faire le tour de la maison et on est à entre 20 et 25 FPS. C'est plutôt bien parce que c'est fluide. Et par contre, quand on est en vue classique dans la maison, là, on est à 30 images par seconde. C'est totalement utilisable. On va pas sauvegarder et on va
avoir lancé mon jeu préféré de cette époque-là. C'est pas vrai, c'est pas mon jeu préféré. C'est celui qui m'avait le plus fait kiffer, en tout cas, ça c'est sûr. Donc c'est les Sims Histoire de naufrager. Et j'aimerais tellement qu'ils fassent un reboot de ça avec les graphismes des Sims 4. Ça serait exceptionnel et ça marcherait, mais ça cartonnerait x1000 avant de sortir les Sims 5 là. On va aller dans le mode libre. Oh là là. Hop. Donc là, on est avec, comment je m'appelle cette dame? Avec Clarisse, j'adore ce prénom, pas du tout. On a sa petite maison, c'est un peu moins fluide. Hop. Mais d'ailleurs, là, ça fait genre 5 minutes que j'ai lancé les deux jeux. Il est toujours pas brûlant. Les ventilateurs se sont toujours pas activés. Donc ça aussi, c'est impressionnant, hein, parce que c'est pas le cas sur Mi Surface. On va quitter les Sims 2 et on va passer aux Sims 3. Donc c'est la version d'origine des Sims 3 en 32 bits. C'est pas la version sous métal qu'ils ont sorti en 2020. Parce qu'elle ne fonctionne pas sur celui-ci, forcément. Vous allez le voir, les performances, elles sont, mais à chier. Cette musique est géniale. Alors évidemment les temps de chargement sont extrêmement longs, donc là on va patienter encore un tout petit peu et profiter de cette petite musique très sympathique. D'ailleurs, petit fun fact, pendant que ça charge, le compositeur des musiques des Sims 3, c'est le même compositeur qui avait fait toutes les musiques de Desperate Housewives. Par exemple cette musique, elle ressemble un petit peu à toute l'ambiance qu'il y avait dans les premières saisons de Desperate Housewives. Ah ben, ça y est, c'est parti. Donc franchement comme on peut le voir, je vais activer le compteur FPS on. Parfait. Et donc, si on se met au-dessus de la baraque, on est à 10 images à la seconde. Putain, c'est nul. Si on veut aller sur la carte, c'est un peu plus fluide. On est monté à combien? 16 images à la seconde. Ouais, c'est plutôt correct en vrai. Et si on clique sur notre Sims à partir d'ici, voilà. Et ben c'est toujours aussi lent. C'est pas fluide du tout, mais bon, en vrai, on jouait tous aux Sims sans fluidité à l'époque. Donc du coup, bah voilà, 14-15 FPS pour les Sims 3, moi je considère ça comme jouable. C'est à peu près tout pour les Sims 3, donc on va les quitter rapidement et on va lancer le plus important et le plus récent, les Sims 4. J'ai galéré à installer les Sims 4 là-dessus. La seule façon de jouer aux Sims 4 sur ces Mac aujourd'hui, c'est de jouer avec une version piratée. Ça n'a aucun sens. En 2019, en fait, les Sims 4 sur Mac, ils ont changé leur architecture pour que le jeu soit compatible avec Metal, le DirectX de macOS. L'ancienne version des Sims 4 qui tournait sous OpenGL et qui était compatible avec celui-ci est devenue en fait une version spéciale Legacy Edition qui était une version qui n'allait plus recevoir de mise à jour mais qui pouvait se télécharger sur tous les Macs qui n'étaient pas compatibles avec les nouvelles mises à jour. Ça c'était honnête de la part de EA, mais EA reste EA et donc forcément en décembre dernier ils ont supprimé la Legacy Edition des téléchargements. Même si on l'a déjà téléchargé au moins une fois, ça n'apparaît plus dans les options de téléchargement. L'ancienne version des Sims 3, j'ai pu la télécharger, mais l'ancienne version des Sims 4 je ne peux pas la télécharger. Ça n'a aucun sens. Je voulais absolument tester le vrai portage de la Legacy Edition sur ce Mac, je l'ai déjà testé évidemment et j'avais le souvenir que ça fonctionnait hyper bien, donc là j'avais envie de vous le montrer. Sauf que j'ai pas pu, donc j'ai cherché pendant des heures un torrent et j'en ai pas trouvé, donc j'ai dû télécharger une version Winskin qui a été faite à la main par je ne sais qui. On va la lancer, mais si l'un d'entre vous a la Legacy Edition installée sur un ancien Mac, ne le supprimez surtout pas et faites-moi un petit Google Drive ou un petit lien, voilà. J'aimerais le tester sur tous mes autres Macs, mais les Sims 4 fonctionnent aussi bien que les Sims 2, voire mieux selon moi, et fonctionnent 10 fois mieux que les Sims 3. Ça n'a aucun sens, mais le portage au moins était réussi. Bon là en plus, ce qui est impressionnant c'est que c'est pas un portage, c'est vraiment la version Windows qui a été transformée avec Winskin en version Mac. Donc il y a aucune optimisation qui est faite là-dessus. On va lancer le compteur FPS, c'est pas génial, je tiens à préciser. Là on est à 15 FPS quand on tourne autour du bâtiment qui est chargé, on est redescendu à 10. Mais si on zoome près de ma Sims et qu'on est tranquillement par exemple là dans le bar en l'occurrence, franchement c'est pas spécialement gênant. Hop. Je tiens à préciser que là j'ai testé tous les Sims, c'est pour faire une comparaison après quand je testerai les mêmes jeux sur d'autres Mac ou PC. On va quitter les Sims 4 pour lancer un petit Geekbench, la version 5 parce que la version 6 qui vient de sortir n'est pas compatible sur ce Mac, mais c'est pas grave parce que les résultats sont plutôt similaires. Donc on va se permettre de faire un petit test. Non, later, on va pas acheter la licence évidemment. Hop, donc on lance le benchmark pour que vous voyez que, mine de rien, ce processeur Core Duo de 2009, il est nul, oui, mais c'est pas la question. Il est quasi tout aussi performant que des Intel Atom d'aujourd'hui. Donc voilà, le test est enfin terminé et on peut observer les résultats. Pas si nul, mine de rien. Donc en multicœur, on a 570. C'est rien. Donc on va essayer de comparer ça avec un Intel Atom, mais c'est exactement ce que je disais. Les Intel Atom, en moyenne, ils sont entre 500 et 600 en multicœur, donc c'est exactement le même type de résultat que ce processeur Intel Core Duo qui a 15 ans quoi. Et on verra comment mes autres Macs se débrouillent avec Geekbench justement pour comparer tout ça. Donc finalement maintenant que je vous ai montré tous ces petits tests, on va pouvoir conclure. Ça donne quoi un MacBook de 2009 en 2023? Eh ben il y a plusieurs raisons qui pourraient vous donner envie d'utiliser ce MacBook. Donc la première raison, c'est la nostalgie, parce que de mon côté c'est le premier ordinateur avec lequel j'ai découvert le monde merveilleux de Apple.
Apple, même si avant celui-ci, j'avais eu un iBook en 2007 et un iPhone 3G en 2009, j'avais déjà un petit pied dans le monde d'Apple. Forcément, il a une sacrée valeur sentimentale. Et d'ailleurs, peut-être que pour vous aussi, si vous l'avez eu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si c'est pas le cas, dites-moi si cette vidéo vous a donné envie d'en avoir un. Et la deuxième raison, c'est plus une question de curiosité. Voilà, c'est la curiosité de redécouvrir un vieux MacBook comme celui-ci, mais surtout redécouvrir sans émulateur d'anciennes applications 32 bits qui sont plus compatibles avec les MacBooks qu'on a aujourd'hui, depuis la sortie de Catalina en 2019. Comme d'anciennes versions par exemple de Photoshop, de Final Cut ou d'anciens jeux en 32 bits comme moi je l'ai fait avec les Sims. Enfin voilà, en gros, pour finir et vraiment conclure, parce que cette conclusion est quand même relativement longue, je précise, je ne conseille à personne d'utiliser ce MacBook en ordinateur principal, parce qu'il y a beaucoup trop de concessions et de bidouilles à faire pour arriver à un résultat à moitié utilisable aujourd'hui. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce MacBook. Évidemment, n'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, et si ça vous a pas plu aussi d'ailleurs. Et pour la vidéo de la semaine prochaine, j'hésite encore un peu. En gros, il y a plusieurs possibilités. Je sais pas si je dois vous proposer une late review de mon Surface Book de 2015 ou de mon MacBook Pro 15 pouces de 2018, ou continuer comme ça dans des machines un petit peu plus vintage en vous proposant une vidéo qui parlera du MacBook Air de fin 2010 ou carrément encore plus ancien, mon MacBook Palo. Donc si vous avez une préférence, dites-le moi, sinon j'improviserai. Voilà, on est bon, j'ai effectivement tout dit, c'est tout pour moi.